Bonjour à tous. Je vais accueillir avec beaucoup de joie Alexis Moussine-Pouchkine de Google, alias Alexis MP, qui va venir nous parler de serverless. Salut, Bonjour, salut à toutes, salut à tous. je te laisse. Partager mon écran aussi, c'est ça. Allons-y. Nickel. Ok, c'est bon? Ben, c'est parti. Je voulais commencer par remercier les organisateurs de Cloud Nord. Je pense que vous faites un super boulot. Et moi, je retrouve malgré tout, même si on est à distance, un peu d'interaction qui nous manque tant quand on a des possibilités de se rencontrer tous. Comme tu l'as dit, je m'appelle Alexis Moussine-Pouchkine, je travaille chez Google et aujourd'hui je vais vous parler d'applications serverless et de la gestion de leur prod. Donc c'est parti. Et s'il y a des commentaires, je devrais pouvoir les regarder ici sur ce deuxième écran. C'est formidable. Alors serverless. Serverless, c'est pas un nom super. Je pense que beaucoup font la blague du serverless. Il y a des serveurs malgré tout. Oui, c'est vrai. Serverless, ça a tendance à être no ops parce que finalement c'est ça. C'est je ne gère pas les serveurs. Et en fait, on gère pas les serveurs, mais on gère quand même le service qu'on délivre. Et donc, le NoOps, c'est pas forcément une très bonne alternative à ce mot de serverless. Donc, on est coincé avec le mot de serverless et toutes les blagues qui vont avec. C'est pas grave. Serverless, c'est bien sûr le fait qu'on n'a pas de serveur, je viens de le dire. Mais c'est aussi les aspects sécurité qui vont avec. C'est que la sécurité des couches sous-jacentes est gérée pour vous, donc il ne s'agit pas de patcher une image d'OS ou de passer des patchs de manière individuelle. C'est des choses qui sont gérées pour vous. C'est l'autoscalabilité, donc y compris jusqu'à 0 quand on n'a pas de trafic, mais de manière assez haute également. Il y a des serveurs, donc il va falloir les provisionner, mais c'est pas votre responsabilité. Et tout ceci avec une facturation à l'usage. Idéalement, c'est pas l'usage, c'est à la valeur, mais c'est à vous de tirer de la valeur de l'usage que vous faites. Mais en tous les cas, la facturation, elle se fera à l'usage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le modèle opérationnel, c'est l'infra. Alexis, excuse-moi, juste une seconde, on t'entend très bien, mais ça fait un petit peu de souffle. Si tu peux décaler un tout petit peu ton micro, là, il y a 2-3 personnes dans les commentaires qui remontent ça, on t'entend très bien. Voilà, merci beaucoup. Je vais parler peut-être aussi un peu moins fort et je vais baisser le volume peut-être de mon micro. Est-ce que c'est mieux comme ça? C'est mieux, on t'entend. Ouais, c'est peut-être un peu trop bas là maintenant. Ça Ouais, oui, évidemment. non, désolé. On va faire comme ça. Alors j'espère que là c'est un peu Je mieux. crois qu'on sera bien, ouais. Bon, merci Ouais, beaucoup, hein, désolé. super. Super. Ah j'ai un autre Alexis qui dit que c'est parfait. Donc voilà, formidable. Désolé pour ça, j'espère pas avoir réveillé trop de monde. Et donc voilà, donc ça c'était le modèle opérationnel de l'aspect serverless, c'est l'aspect on dirait infra, plutôt ops, un peu business quand il s'agit de facturation également. Il y a une deuxième partie qui est importante, c'est tout ce qui est modèle de programmation, donc ça s'adresse plutôt aux développeurs. Et là, on est sur une approche plutôt orientée service. Alors certains diront microservices pour ceux qui sont allés jusque-là, et donc d'autres auront moins de services ou alors un seul monolithe. On essaye partout où c'est possible pour être cloud native, pour tirer au maximum du faible couplage qu'on peut avoir entre différentes composants, d'introduire des aspects asynchrones et des aspects orientés événements, donc des choses qui sont déclenchées par des événements, des traitements qui sont déclenchés par des événements. Et puis c'est de plus en plus une demande et de plus en plus une demande qui est en mesure d'être assouvie, qui est l'ouverture des technologies qu'on utilise et donc de ne pas s'enfermer dans un produit, mais véritablement être capable d'avoir dans un contexte serverless une infrastructure sur laquelle on s'appuie en tant que développeur et des API qui sont ouvertes et qui vont nous permettre d'avoir des solutions de réversibilité et des solutions de déploiement dans différents environnements.
pour autant, il y a un certain nombre de challenges qui viennent avec le fait qu'on est dans un monde serverless pour ce qui est du monitoring et du management de la prod de ces applications serverless. Alors, est-ce que c'est pas justement un problème du serverless, un frein pour aller vers le serverless, c'est le fait qu'on manque complètement de visibilité sur l'infrastructure puisqu'elle est abstraite. C'est les choses qu'on va essayer de voir ensemble. Alors, première chose, c'est que puisque c'est serverless, serveur, il y en a bien, mais on n'y a pas accès. Et donc, on peut pas y installer un agent de monitoring. On peut pas faire un tunnel SSH ou même se connecter en SSH dessus. C'est par design, c'est pas un bug, c'est une feature. La deuxième chose, j'ai parlé de services, de potentiellement microservices. On est dans un environnement où il est facile, il est encouragé d'avoir un découpage sous forme de services, ce qui rend l'aspect monitoring, management de tous ces services un petit peu plus complexe. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que pour l'autoscalabilité, eh bien, on va avoir des instances qui vont apparaître quand on a de la charge, qui vont disparaître quand on a moins de charge. Et donc, on va avoir un environnement qui est de manière assez inhérente très dynamique et où les serveurs, les ressources sont créées et supprimées à la volée. Et c'est autant de choses qu'il va falloir observer éventuellement et comprendre. Et enfin, le dernier point, et ça rejoint l'aspect événement dont je parlais tout à l'heure, c'est que tout n'est pas une requête HTTP qui va de manière séquentielle être traitée et que l'on va pouvoir débugger dans la manière dont la prod s'exécute, mais on va avoir des événements qui vont être émis à différentes parties du système et qu'il va falloir traiter et qu'il va falloir analyser et qu'il va falloir être capable de monitorer. Donc autant de choses qui, dans ce nouveau paradigme du serverless, sont autant de challenges qu'on se propose de relever avec des infrastructures hostées dans le cloud. Alors, la première chose que je voulais faire ici, c'est vous montrer un petit exemple. C'est une application ici je vais recharger la page à tout hasard, qui vous permet, qui a été implémentée à base de fonctions. Donc les fonctions, c'est pour beaucoup un équivalent de serverless. On verra qu'on peut aller bien au-delà des fonctions, mais le petit bout de code qui réagit à un événement, qui fait un traitement et qui produit un résultat. Donc là, on est dans le serverless clairement, même si c'est pas la seule définition. L'idée, c'est par exemple dans cette petite application de sélectionner une fenêtre et de dire bonjour Cloud Nord et de lancer cette fois-ci 4 fonctions qui, exécutées dans 4 langages différents, vont faire un petit peu de traitement graphique et qui vont permettre, sur la base de cette photo, de venir rajouter le message que je viens de donner. Là, on assiste d'ailleurs à probablement un cold start de l'ensemble de ces fonctions, chacune d'entre elles n'ayant pas été utilisée depuis quelque temps. Alors ça, c'est l'application vue de l'utilisateur. Si on regarde d'un point de vue admin, eh bien, on va avoir un environnement où on va avoir toutes ces fonctions qui sont listées. Bien sûr, on utilise Cloud Function ici, mais le principe devrait être le même dans à peu près n'importe quel fournisseur de cloud public. On peut regarder une fonction particulière, regarder des données, des métriques de base, et peut-être, la chose la plus classique, c'est regarder les logs de cette fonction particulière. Et là, l'intérêt, c'est que c'est une fonction d'administration, de log, qu'on a de manière gratuite, qui est totalement intégrée, indépendamment du nombre d'instances de fonctions qu'on peut avoir, indépendamment des data centers et des zones de disponibilité dans lesquelles tout ça a été déployé. On va également être capable d'essayer de corréler les choses en regardant ça dans un log viewer qui est un petit peu plus complet. Là, on regardait les logs d'une fonction particulière. On va être capable de regarder les logs non seulement d'une fonction, celle-là, c'est celle qui a été écrite en Node, par exemple, mais également de regarder l'ensemble euh, des fonctions. Alors, je vais voir si je peux, avec l'écran que j'ai, vous en montrer un petit peu plus. Mais ici, voilà, vous avez des fonctions qui s'appellent par exemple Watchdog. Vous en avez d'autres un petit peu plus haut, probablement, ou plus bas, qui vont trouver d'autres noms.
et qui représente les différentes exécutions. 15h53, voilà, ça doit être les dernières. Ensuite, on va pouvoir regrouper toutes les requêtes par context ID, c'est-à-dire que pour une requête donnée, on va voir une requête au sens utilisateur, voir toutes les interactions qu'elle a pu avoir sur les différentes fonctions. Et voilà, donc on a autant de capacités de triturer les logs qui sont stockés indépendants pour nous et sous forme de service. On n'a pas à gérer un espace de stockage. On a simplement un outil qui vient ensuite nous permettre de saucissonner les logs comme on le voudrait, par région, par sévérité bien sûr, et par nom de fonction. On peut bien sûr regarder non pas seulement des fonctions, mais d'autres ressources. Donc ça, ce sont des choses assez, j'allais dire, classiques et que je voulais vous montrer un petit peu ici pour illustrer le fait que la prod, elle commence probablement par des logs et la capacité à gérer des logs d'où qu'ils proviennent dans un outil hosté et dans un cloud provider. Si on continue un petit peu plus loin, et je voudrais vous parler un petit peu de pratiques SRE. Donc SRE, c'est un titre qui a été popularisé ces derniers temps, un nom qui a été popularisé ces derniers temps, qui signifie Site Reliability Engineering. Donc c'est quelque chose qui a été démarré chez Google. En tout cas, c'est Google qui a sorti ce nom. Et derrière ça, il y a un certain nombre de pratiques, de choses qui sont liées à la culture d'entreprise. Et qui ont été donc regroupés sous cette appellation de Site Reliability Engineering. Et une des premières questions qu'on peut se poser, c'est de savoir, quel est le rapport avec DevOps. Et DevOps, c'est une bonne question parce que c'est finalement du DevOps. C'est une façon de faire du DevOps, c'est celle que on prône chez Google, c'est celle que l'on s'applique et c'est celle que l'on se propose de partager au travers de livres, au travers de documentation avec l'ensemble de l'industrie. Ce sont des bonnes pratiques, je vais y revenir. Ce sont quelques points très particuliers et ce sont, in fine, des outils. Mais les outils, finalement, n'arrivent que en fin de chaîne pour fournir une implémentation de tout ceci. Si on regarde chez Google, il y a au moins 6 produits qui ont plus de 1 milliard d'utilisateurs. Et donc, ces outils sont gérés par des gens qui ont un titre de SRE, donc de System Reliability Engineer, et qui sont, pour chacune de ces applis, autour de quelques milliers. Et si on fait le rapport, on est sur des ratios qui sont de l'ordre de quelques centaines de milliers d'utilisateurs finaux pour un SRE. Et donc pour arriver à faire ça, un SRE, quand il travaille, il essaye d'équilibrer deux choses et de trouver un équilibre entre, d'un côté, la fiabilité du système et de l'autre côté, l'agilité des développeurs. Et quand on dit fiabilité du système, ça veut dire que on peut pas mettre la fiabilité à 100%. On peut pas dire mon objectif c'est 100%. Sans quoi, il n'y a plus aucune agilité. Et c'est vraiment partir de ce constat-là que de comprendre un petit peu ce qu'est non pas la méthodologie, mais l'état d'esprit, on va dire, SRE. Pour aller un tout petit peu plus loin, oui, il y a des outils, et je vais vous en montrer quelques-uns. Ce qui est important aussi, c'est que il y a une culture. Alors voilà, l'animation forcément elle n'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas très grave. La culture, elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée au fait que on essaie de ne pas pointer du doigt des erreurs humaines, qu'on essaie plutôt de travailler à la fiabilité du système. Et quand on a un problème, et il y a peut-être une personne qui en est à l'origine, mais c'est surtout des choses qu'on n'avait pas prévues ensemble sur la fiabilité du système. Et c'est des choses qu'on va essayer d'automatiser pour que le problème ne se reproduise pas. Donc ça se traduit par des choses comme ce qu'on appelle les blameless post-mortem, où on va documenter un incident sans pointer du doigt et simplement essayer de comprendre où on a eu de la chance, où on a vraiment eu un problème et quelles sont les manières que l'on a d'y remédier.
On va parler d'un certain nombre d'autres choses, de comment on gère un incident, donc qui est responsable. La communication de crise en cas d'incident, c'est quelque chose de vraiment très très critique, et c'est des choses sur lesquelles on a un certain nombre d'expériences qui sont partagées dans ce contexte SRE, et donc dans les deux bouquins qui sont cités ici, que vous pouvez acheter ou même lire en ligne gratuitement. Donc, je vous encourage à en parcourir peut-être quelques pages pour vous donner une idée de ce qui se raconte là-dedans. Alors il y a de l'infrastructure parce que les logs, c'est bien beau, mais il faut être capable de les agréger, il faut être capable de faire des choses simples comme avoir des horloges qui sont toutes bien synchrones, quels que soient les data centers dont on parle et dont proviennent les logs. Quand on parle de tracer une requête à travers les différentes couches, il va falloir instrumenter les requêtes pour être capable de reproduire le parcours de celle-ci. Et in fine, on va avoir un certain nombre d'outils. Mais tout ceci véritablement s'appuie sur avant tout une culture et une infrastructure de capacité d'observation de ces applications. Alors, on va parler un petit peu, il y a quelque chose qui reviennent souvent dans les vocabulaires des SRE, et la première des choses dont on parle d'habitude, c'est ce qu'on appelle le SLI, donc le Service Level Indicator. Donc c'est une métrique qui est importante dans la mesure où ça doit être une métrique qui est définie comme étant quelque chose qui a un impact sur l'utilisateur de l'application. Une métrique qui consisterait à dire le taux d'occupation de CPU, c'est un bon SLI, c'est probablement pas le cas parce que l'utilisateur final n'en a finalement rien à faire. D'autant plus qu'on est dans un contexte serverless ici et que l'autoscaling est quelque chose qui va se mettre en place et qui, même si on a 80% de CPU sur une machine, eh bien, on va démarrer une nouvelle instance et le problème va se résoudre tout seul. Donc, il s'agit plutôt de parler de choses comme de disponibilité du service. Si l'appli n'est pas là, bah, c'est embêtant. L'utilisateur, il peut rien faire avec. De parler également de temps de latence et de temps de réponse. Donc ça sont deux grandes catégories un petit peu techniques, malgré tout encore, mais qui ont un impact sur l'utilisateur final. Après, on pourra aussi imaginer des SLI qui sont d'ordre business, en termes de commandes passées, en termes d'étapes fonctionnelles passées dans un processus particulier. On va se focaliser sur l'aspect plutôt technique, disponibilité donc d'une part, et latence, performance d'autre part. Donc un SLI, c'est important de le définir comme étant quelque chose qui a un impact sur un utilisateur et mieux encore sur le business. Le SLO, le Service Level Objective, ben c'est un objectif qu'on se donne pour un SLI donné et on se le donne sur une fenêtre donnée. Ça veut dire, par exemple, je voudrais que mon application soit disponible sur une période d'un mois à hauteur de 99,9% par exemple. Alors pourquoi 99,9%? Pourquoi pas 100%? Mon appli, elle doit toujours être là. Un moteur de recherche comme Google, il est toujours up. Mon objectif, c'est 100%. Et en fait, non. Même chez Google, c'est jamais 100%. On n'a pas pour objectif, même pour la page de recherche principale de Google, d'avoir un objectif de 100%. Et parce que finalement, on en revient à cet aspect d'équilibre entre de la fiabilité d'un côté et la flexibilité de l'autre. On le voit peut-être pas, mais le moteur de recherche, c'est quelque chose, comme tous les produits Google, qui sont améliorés en permanence, pour lesquels il y a des mises en production journalières, voire plusieurs fois par jour. Et donc, puisqu'on n'a pas 100% comme objectif, eh bien, on va se permettre de faire le calcul suivant, qui est que cette différence entre le 100% et l'objectif qu'on se fixe, ce SLO, eh bien, on va le considérer comme étant un budget d'erreur. Et ce budget d'erreur, c'est quelque chose qui va se gérer comme un budget. Ça veut dire que il va pas falloir le dépasser, mais il va falloir aussi le consommer. Parce que sinon, vos utilisateurs risquent de ne pas vous le donner ou vous le redonner la fois d'après et s'habituer à un niveau de service que vous n'êtes pas en mesure de garantir en permanence. Donc cet aspect, on cherche pas à faire 100%,
on définit un objectif qui est en dessous et on gère un budget d'erreur. C'est vraiment des principes très importants dans la culture SRE. Et alors, il y a la partie SLA, Service Level Agreement, et donc là, en fait, voilà, j'ai pas de slide là-dessus parce que on est un peu hors scope. Ça, c'est l'aspect contractuel des choses. Nous, on a fait notre travail d'infrastructure, de définir des indicateurs, des métriques, de définir des objectifs qu'on se donne en interne, et ensuite, on va prendre un engagement contractuel qui sera probablement un peu plus lâche, moins contraignant que ce qu'on a pris comme contrainte, comme objectif en interne. Mais là, on est vraiment dans le domaine contractuel et pas dans le domaine technique, en tous les cas d'un point de vue SRE. Alors parmi les choses aussi qu'on essaye de faire, eh bien, ce sont des choses comme du versionning. Du versionning, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fonction, un module, un service, vous l'appelez comme vous voulez, peut être déployé plusieurs fois. On peut y faire référence avec une version. Et on peut même les avoir, ces versions actives, toutes à un instant donné. Puisqu'on peut en avoir plusieurs actives à un instant donné, on peut même être capable de faire du traffic splitting et de partager de manière plus ou moins arbitraire le trafic sur différentes versions d'un même service. Alors ça permet de faire des déploiements graduels. On va exposer à une nouvelle version un pourcentage assez faible du trafic et des utilisateurs et observer les logs de cette nouvelle instance. On peut également faire de l'A/B testing. On va être capable de faire des choses comme sur un site d'e-commerce, par exemple, proposer soit une livraison gratuite d'un côté, soit une remise de l'autre, et voir finalement lequel des deux marche le mieux, et de valider des hypothèses de cette manière, ou bien, de manière plus classique dans le retail, cataloguer les utilisateurs et les mettre dans différentes catégories et leur proposer des fonctionnalités ou un service légèrement différent. Donc ça, c'est la flexibilité qu'on peut avoir au niveau des ops, c'est cette capacité à rapidement mettre en place du traffic splitting. D'un point de vue développeur, l'équivalent de ça veut dire quoi? Ça veut dire, en termes de flexibilité, c'est d'avoir le choix des armes, et donc de pouvoir être capable d'utiliser le langage qu'on veut, les frameworks, les librairies qu'on veut, les binaires que l'on veut, et de travailler dans un environnement donc où on utilise des containers et on utilise toute la richesse de l'écosystème des containers. Et on est capable de se baser sur des images de containers déjà construites. Et donc à ce stade-là, on est en train de se dire les containers c'est bien, mais c'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait du serverless. Les containers d'habitude c'est Kubernetes, peut-être avec des couches d'abstraction au-dessus, peut-être avec une simplification de Kubernetes pour la mise en place d'un cluster, de l'autoscaling au niveau de Kubernetes, mais d'habitude c'est pas le genre de choses qu'on qualifie de serverless. Pour autant, chez Google, on a la prétention de croire qu'on peut très bien faire des containers et avoir une expérience pour les développeurs et pour la prod qui soit serverless. Et donc c'est ce que je me propose de vous montrer un petit peu ici avec une deuxième petite démo. Et donc je vais essayer de trouver le bon écran. Je pense que j'y suis. Voilà. Donc cette fois-ci, voilà, je suis dans un produit qui s'appelle Cloud Run, et le principe de cet environnement serverless, c'est de prendre, choisir une région. Alors, choisir la Belgique, c'est pas loin, le ping devrait être plutôt bon. Un environnement qu'on appelle fully managed, où on n'a pas de cluster à gérer. On aurait pu déployer dans un cluster de type Kubernetes, si on a des gens qui en sont responsables et qui en gèrent la production, ce qui nous permet d'avoir une belle portabilité de son application. On va faire quelque chose de très simple pour commencer. On va appeler notre service démo et on va déployer un container. Donc le container, c'est votre responsabilité de l'écrire et vous avez le choix des armes, comme je le disais à l'instant. Eh bien, on va par exemple être capable ici de prendre, pour faire extrêmement simple, de prendre un container qui existe déjà
qui a le bon goût d'avoir à l'intérieur un serveur web qui écoute sur le port 8080. Et c'est à peu près tout ce qu'on demande. Il y a un certain nombre de choses qu'on pourrait préciser, comme est-ce que c'est vraiment 8080 ou est-ce que c'est autre chose. Quelle est l'identité de ce container quand il va accéder à d'autres services tiers, des API de machine learning, du storage, des bases de données. Quelle mémoire et combien de CPU y allouer. La concurrence, ça c'est intéressant, on n'aura pas un container démarré pour chaque client qui se présente, sans quoi on aurait des problématiques de scalabilité et de coût in fine, et le but du cloud finalement c'est d'avoir la meilleure utilisation possible, la plus grande densité possible d'applications ramenées au nombre de ressources que l'on a. Donc là, on a une capacité à avoir potentiellement jusqu'à 80 requêtes gérées par le même container avant de passer au container suivant. On a des fonctionnalités de scaling, on va être capable de dire je veux toujours au minimum une instance peut-être pour limiter les cold start, limiter le nombre maximum d'instances parce que derrière j'ai une base de données qui ne tient pas à la charge ou un service qui lui-même ne tient pas à la charge. Bref, autant de petites choses qui sont intéressantes. Les connexions vers une base de données, vers un connecteur, vers un virtual private cloud, mais autant de choses que moi là je n'utilise pas. Simplement ce que je vais dire, donc j'ai mon container et je vais dire que c'est exposé à travers HTTP. Il y a d'autres manières de déclencher des exécutions qui sont liées à des événements, mais là l'événement c'est une requête HTTP. Et donc j'ai simplement choisi une région, un container et dit que ceci doit être créé. Alors forcément c'est l'effet démo. Allez, on va le refaire. J'en ai un autre qui est déployé, donc ça devrait fonctionner. Alors, on va essayer quand même chez nos amis belges. Allez, on va l'appeler Hello. Next. On va aller chercher le container de démo et on va dire que je veux accéder de manière HTTP sans aucune authentification. Voilà, c'est une appli publique. Et bien, donc, je vais avoir en l'espace de quelques, vous l'avez vu, secondes, une URL HTTPS sur laquelle je pourrais mapper un domaine et une version qui sert 100% du trafic. Si je déploie une deuxième version, si je vais créer ce qu'on appelle une nouvelle révision, eh bien, je pourrais commencer à faire cette fois-ci du load balancing entre deux révisions. Et donc cette application, on peut cliquer dessus. Et donc il s'est passé à peu près 1 minute entre le moment où j'ai choisi un container, je l'ai mis en ligne sur une URL et j'ai un comportement serverless à mesure où je vais descendre à zéro, je n'aurai pas de coût si je n'ai pas de trafic et je vais être capable de monter, vous avez vu quelques chiffres, sur un nombre relativement important de containers pour gérer de très gros trafic. Alors j'ai une application un tout petit peu plus évoluée que celle-ci où je me suis dit, puisque c'est un container, et que je peux mettre vraiment ce que je veux dedans, je vais mettre dedans l'utilisation d'un binaire que moi j'utilise sur Linux qui me permet de faire du merge de documents PDF. Donc le use case, c'est j'ai deux fichiers PDF et je voudrais n'en faire qu'un seul. Eh bien, je vais en sélectionner les deux et je vais faire un merge de ces deux documents. Donc la FAQ pour les speakers de CloudNor et des bonnes pratiques sur l'éclairage, la webcam et ainsi de suite. Et donc au bout d'un certain temps, je vais avoir le premier document et le deuxième. Alors en fait, comment c'est fait? C'est quelque chose d'assez simple. Je suis dans un container, j'ai une petite application Spring Boot en l'occurrence qui me permet de faire de l'upload de deux fichiers. Et je dois pouvoir vous montrer ça en fait. Si je vais voir ici, voilà. J'ai une petite application qui me fait ça et qui va appeler une appli système, un binaire, dont j'ai la garantie qu'il est dans l'image de mon container de base, qui va me faire ce fameux merge. En l'occurrence, ça c'est une petite utilitaire qui s'occupe ici, qui s'appelle ici PDF Unite.
Donc j'ai packagé tout ça, je l'ai mis dans un container, ça marche de manière locale, mais ça peut également marcher en étant mis au bout d'une URL. Et en l'occurrence, c'est ce qui est fait ici. Donc je vous invite, si cela vous intéresse, à aller tester ça. J'ai ma petite URL et mon domaine qui est mappé là-dessus. Donc si on regarde dans ces révisions, pardon, là cette fois-ci on va aller sur l'autre service, s'appelle PDF Merger. Eh bien, je vais avoir plusieurs révisions. Je l'ai déployé plusieurs fois et j'ai même déjà implémenté du traffic splitting, si bien que de manière aléatoire, tous les gens qui tapent là-dessus, et ici on voit que c'est mappé sur 2 domaines et entre autres mon custom domain, eh bien vont aller tantôt sur une instance, tantôt sur l'autre. Et bien sûr, on aura des informations, des logs pour l'ensemble de ces choses-là. Voilà rapidement l'aspect. Et donc si je vais avoir différentes couleurs et de manière aléatoire tomber sur 2 de ces versions-là. Et si je devais changer cette configuration ici, eh bien je vais tout simplement manager le trafic, soit rajouter encore ici et dire je voudrais 10% en plus là-dessus, donc il faut que ça fasse sens, c'est mieux. Et donc sauvegarder. Et il va se passer à peu près quelques secondes, et ça y est, cette fois-ci j'ai bien 3 versions qui sont sur lesquelles on fait du load balancing. Et donc il n'y a eu aucun impact sur le développeur, et en termes de production, vous avez vu la simplicité que l'on a à faire ça. Bien sûr, on a également des API pour le faire, si c'est ce que vous vouliez. Voilà, on va... qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer celui-ci. Ouais, non, c'est même peut-être pas encore obligatoire, je vais le mettre à 0. Je vais le supprimer. Et il faut qu'il y ait toujours 50. Cet aspect traffic splitting est vraiment clé. Et ce qui est clé, c'est pas le fait qu'on puisse le faire, c'est vraiment la façon et la simplicité avec laquelle on a de le faire. D'un point de vue dev, on a toute cette flexibilité des containers et aucune API, aucune connaissance de tout concept de load balancing. Et d'un point de vue production, eh bien, on a cette facilité de balancer la charge entre différents environnements. Alors, je vais revenir cette fois-ci sur la présentation. Plus très loin. Voilà. Donc, vous l'avez vu, il y a plusieurs versions et qui nous permettent. Je parlais de standard au tout début de cette présentation. Tout ce qui est ici est construit sur quelque chose qui s'appelle Knative. Et Cloud Run, c'est une implémentation de Knative, qui est ce projet open source qui vise à donner une version, une expérience serverless au-dessus de Kubernetes. À tel point que vous m'avez jamais vu, quand je dis une abstraction au-dessus de Kubernetes, vous m'avez pas vu créer de cluster, vous m'avez pas vu gérer de YAML. Pour autant, le YAML est là, et si vous vouliez, parce que vous y connaissez, ou même peut-être parce que, soyons fous, vous aimez le YAML, eh bien, vous pourriez aller le triturer et l'éditer directement dans un déploiement Cloud Run. Alors, les outils, il y en a beaucoup d'autres. On a parlé de logging, on a parlé d'outils pour faire de l'A/B testing ou du déploiement incrémental. Il y a les outils qui permettent de faire du suivi de requêtes, donc tout ce qu'on appelle des traces. Et il y a un certain nombre de projets open source et de standards en la matière qui permettent d'instrumenter des requêtes au fur et à mesure qu'elles traversent les différentes couches d'une architecture. Il y a la gestion des incidents. Je viens d'avoir une erreur 500. Comment est-ce que je notifie? Qui est-ce que je notifie? Comment est-ce que je le notifie? Et comment je gère cet incident? Il y a des outils pour le faire. On a vu les logs, bien sûr. Les gestions d'erreurs, peut-être qu'on a souvent la même erreur. C'est peut-être pas la peine de notifier 50 fois la même personne pour la même erreur. On peut peut-être agréger ces erreurs et les reconnaître comme étant de même nature. Donc ça, c'est une autre type d'outil. Et être capable de traiter cette erreur en disant, eh bien, elle est traitée dans le cadre de cette issue dans un bug tracker donné. Et voici l'état des lieux. Donc, pour vous donner un petit peu de concret là-dedans, quand il s'agit de Google, voilà comment on propose des outils dans le cloud.
pour bien sûr faire du logging, vous l'avez vu, donc c'est du logging en temps réel, c'est centralisé, c'est complètement managé, donc il ne s'agit pas de gérer de l'espace disque, on est capable de faire de limiter la quantité de données qui sont stockées également, parce que le stockage, in fine, peut avoir un coût. Les traces, ça c'est l'aspect distributed tracing dont je vous parlais. Le profiler, on n'a pas trop parlé, c'est moins orienté production, c'est plus orienté en production, être capable d'utiliser un outil de type profiler, et on va le voir derrière, un outil de type debugger, un petit peu moins de type orienté production, mais malgré tout très utile. Parce qu'il y a des choses que l'on ne pourra regarder à la fois d'un point de vue performance ou d'un point de vue fonctionnalité que dans un contexte de production. On est incapable de reproduire le problème autrement. On va parler monitoring, je vais y revenir dans un instant. J'ai mentionné l'aspect error reporting, ça c'est très important. On va regarder le stack trace, on va regarder le type d'erreur, et on va être capable de classifier les erreurs, et donc de notifier les personnes qui doivent être notifiées qu'une seule fois, et de les laisser traiter le statut de cette erreur comme étant ouverte, fermée, et si le problème se reproduit sur un problème fermé, eh bien de renotifier la personne. Et d'être vraiment capable de comprendre les erreurs au niveau applicatif. Enfin, le dernier point, c'est le debugger. Je pense qu'on a tous rencontré un jour une chose qui ne se produit qu'en prod, et même avec des containers. Donc là, on a un outil qui nous permet non pas faire des breakpoints, parce qu'en prod, ça serait compliqué, mais de faire des snapshots, et d'être capable de regarder l'état d'une application en mémoire et en prod surtout. Vous m'avez entendu parler de Cloud Run, vous m'avez entendu parler de fonctions. On a également App Engine que Guillaume tout à l'heure dans son workshop a traité également. Et je vous renvoie vers la présentation de Guillaume sur son serverless workshop pour comprendre un petit peu quand utiliser chacun d'entre eux. Moi, je vous dirais simplement que si vous avez une fonction, un petit bout de code, probablement Cloud Function, si vous avez une application composée de modules et que c'est le source code qui vous intéresse, App Engine est certainement très adapté. Et que si vous voulez toute la flexibilité d'un container et ne pas pour autant refuser le serverless, au contraire combiner les deux, eh bien Cloud Run est probablement une bonne solution. Et en fait, vous allez probablement vous rendre compte que il y a des cas où il est intéressant de cumuler un certain nombre de ces approches. Et vous pourrez le faire avec d'autres technologies, toujours serverless, de type PubSub, Cloud Task pour gérer des choses de manière asynchrone et qui s'exécutent sur le plus long terme, mais également un cron dans le cloud. Ça a l'air de rien, mais c'est particulièrement utile et ça fait des architectures souvent très élégantes. Et donc ce serait Cloud Scheduler dans ce cas-là. Le dernier point pour terminer que je voudrais vous présenter, et pour revenir sur la partie SRE et sur la partie SLO, c'est ce nouvel exemple qui est une version de ce que Guillaume Laforge tout à l'heure présentait, qui s'appelle Picadilly, qui est une application où on va être capable, vous avez un QR code et une adresse en haut à droite, vous pouvez jouer avec l'application. Vous allez pouvoir prendre des photos. Ces photos vont être uploadées et au moment de l'upload, eh bien, on va les analyser. On va trouver la couleur dominante, ce qui va nous permettre de faire un pourtour avec une couleur. On va être capable de remonter un certain nombre de balises, de tags qui sont liés à ce que la Vision API a trouvé comme étant dans la photo. Au passage, on va également avoir une petite feature pour se protéger des contenus choquants, on va dire, et qui n'apparaîtront pas. Et c'est une des fonctionnalités de la Vision API. Et puis toutes ces photos seront ensuite des choses qu'on pourra naviguer, parmi lesquelles on pourra naviguer sur la base donc des tags qui ont été remontés par cette Vision API. Et puis on a une partie administration qui va nous permettre éventuellement de comprendre pourquoi certaines fonctionnalités certaines photos ont été filtrées et n'apparaissent pas, et soit de les publier, soit de les supprimer. C'est une application que je vais vous montrer tout de suite en fait, ça va être plus simple. On va revenir dans la démo. Voilà l'application, je vais la recharger. Là pour le coup, je vais peut-être dézoomer un petit peu. On va être capable de
eh bien, se prendre en photo. Je vais voir ma deuxième webcam et je vais vous faire un beau sourire. Et l'application, la photo devrait apparaître au bout de quelques instants, une fois qu'elle aura passé les différentes couches de l'architecture. Je vais pouvoir regarder les différentes photos précédentes, voir la couleur dominante, voir ce qui en est sorti ici, ce qui a été détecté par la Vision API. Regarder l'ensemble des tags qui ont été trouvés, on peut zoomer un peu, et éventuellement cliquer sur l'un d'entre eux. Et là, erreur 500. J'ai mon téléphone là qui vient de me notifier qu'il y avait une erreur 500, effectivement. Donc, il y a des choses qui se passent. Et donc, ce qui va peut-être me permettre de retourner, alors peut-être dans l'appli déjà, de regarder l'administration. Alors, le monitoring, on va y revenir dans un instant, mais de regarder l'aspect App Engine, en l'occurrence, puisque c'est un front-end App Engine, de regarder les différentes versions, voir qu'il y en a plusieurs, qu'il y en a peut-être une vers laquelle on va pouvoir faire un rollback s'il y avait, parce que manifestement il y a un souci. Et comme j'étais en train de jouer avec la démo avant de commencer tout à l'heure, peut-être que j'ai fait une bêtise. Et en fait, pour en savoir un petit peu plus, on va même être capable d'aller chercher ici le error reporting et voir que, bah oui, effectivement, il y a un truc ici qui s'est produit 8 fois déjà. Donc peut-être que les gens utilisent l'application. Récemment d'ailleurs. Hein, il y a eu plusieurs occurrences, mais ça n'apparaît comme une seule application, comme une seule erreur, pardon. Et cliquer dessus et voir que dans le code source, alors je sais pas, enfin en tous les cas l'exception c'est l'exception. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai rajouté moi directement, tiens 15 occurrences, donc les gens manifestement ont vu qu'il y avait un problème, qu'elle apparaît dans un truc qui s'appelle Bogus 2020. Ça, c'est le nom de la version. Et donc, si on retourne dans App Engine, que je n'ai pas épinglé, donc on va le retrouver ici. Voilà, App Engine. Et quand on regarde les versions, effectivement, c'est bien Bogus 2020 qui sert 100% du trafic. Donc, ce qu'on va faire ici, ce que je ne peux pas faire avec cet utilisateur, mais que je vais faire dans une autre fenêtre vite fait, il va falloir me croire que je suis bien en train de le faire. Si je retrouve la bonne fenêtre, c'est eh bien retourner tout simplement vers une version précédente. Et donc, je vais le faire ici dans cette autre fenêtre avec un utilisateur qui a un peu plus de droits. Et je vais tout simplement, parce que je suis à peu près sûr de ma version Alexis 2020, envoyer l'ensemble du trafic dessus et le migrer automatiquement et tout de suite sans essayer de le faire proprement. Donc il y a peut-être des gens qui vont se faire déconnecter et qui auront peut-être une erreur au passage. Et donc si ici je rafraîchis la page, on devrait voir l'impact qu'a eu mon action dans avec cet autre utilisateur. Ce qui fait que cette fois-ci, si je retourne sur mon application et je fais un reload ici, alors voilà, alors ça c'est un super sourire, ouais. Eh bien, manifestement, je suis encore sur l'ancienne version, mais je ne devrais plus tarder. Et avec un peu de chance, je vais pouvoir voir l'ensemble des fenêtres. Et les dieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher directement cette version-là. Voilà. Je vais voir les tags. Allez, vraiment regarder cette photo, il n'y a pas à dire. Voilà, et cette fois-ci, je vais cliquer sur Landmark, et avec un peu de chance, voilà, j'ai cette fois-ci corrigé mon bug, tout simplement en faisant ce rollback, et en ayant des photos qui chacune représentent bien un édifice, on va dire. Voilà ce que je voulais vous montrer d'un point de vue démo. Il me reste quelques petites minutes. Alors pardon, non, il y a encore une chose importante.
m'avez entendu parler d'SLO, et c'était finalement un peu l'objectif, c'était d'arriver jusque-là, c'est que dans le monitoring que l'on va faire, au-delà des logs, au-delà des erreurs, au-delà des choses qui nécessitent qu'on connaisse vraiment de manière précise l'application, ce qui va être intéressant, c'est de définir des choses qui ont un sens pour les utilisateurs, comme je disais tout à l'heure. Donc ici, je vais être capable de voir les différents services. Donc en l'occurrence, ici, ce qu'on appelle un service default, j'ai un service également d'administration, et de voir les SLI qui sont derrière. Donc là, on parle de latence. Mon objectif, c'est que toutes les 95% des requêtes sur une journée soient toutes servies en moins de 2 secondes. C'est comme ça qu'il a été défini. Voilà comment ça se comporte. Donc globalement, on est plutôt bien, donc j'ai pas de problème là-dessus. Voilà mon budget d'erreur. Comme j'ai mis quelque chose d'assez haut, j'ai quand même quelques réponses qui sont faites en plus de 2 secondes. Donc j'ai un budget d'erreur qui est pas à 100%. Et donc là où il faut vraiment alerter quelqu'un, c'est quand ce budget d'erreur est en train de fondre comme neige au soleil. Et ce qui est en gros en train de se passer ici, avec ce deuxième SLO, où cette fois-ci, avec toutes ces erreurs 500, j'ai des problèmes de disponibilité, où mon SLO, lui, était de dire que je voulais 99,5% de disponibilité par jour. Eh bien, il me reste plus que 2%, et la chute a été vraiment très très importante. D'ailleurs, je suis passé en dessous de 0 depuis quelques secondes, quelques minutes. Je n'avais pas d'alerte, j'aurais probablement dû en avoir une. C'est autant de choses où là, on rentre dans le domaine de l'organisation d'équipe. Voilà, j'en ai fini. Je voulais simplement vous laisser en vous disant que le serverless, c'est formidable pour les développeurs. Ça peut l'être également pour les ops. Que quelques bonnes pratiques autour des SRE, et tout n'est pas forcément à prendre au pied de la lettre, tout n'est pas forcément à implémenter, mais l'aspect SLO me paraît intéressant, et que les outils sont importants, mais que c'est aussi surtout l'infrastructure et la culture surtout qu'il y a derrière qui permettront de concilier de bonnes applications serverless particulièrement agiles et une haute fiabilité de vos applications et de vos services. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci de votre attention. Je vais rouvrir le truc. Voilà. Merci beaucoup, Alexis. Tu as une petite question dans l'onglet Q&A. Ouais, je vais regarder. Puis après, on laissera la main. Merci beaucoup. Comment calculer le SLO en conjuguant une disponibilité de service et une population? Un des services est indisponible seulement sur une région, par exemple. Les SLI et les SLO sont des choses qu'il faut... c'est pas facile d'en trouver un bon. Moi, j'ai une infrastructure simple avec une appli de démo, avec finalement peu d'utilisateurs. Le gros du travail, c'est pas l'infrastructure, c'est pas de mettre en place les bonnes métriques, c'est de les identifier, de savoir effectivement qu'est-ce qu'il faut vraiment mesurer, qu'est-ce qui a du sens de mesurer. Faut-il vraiment réveiller quelqu'un au milieu de la nuit quand ce problème se produit et comprendre quels peuvent être les impacts d'un SLO particulier. Donc quand on a plusieurs services, le business, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il dit moi je veux avoir autant d'SLO que de régions, ou je veux en avoir un global? Parce que c'est vrai que, et on est les premiers en tant que fournisseur de cloud, à avoir des gens qui disent sur Twitter, ça y est, c'est planté. Effectivement, c'est peut-être planté pour 1% des gens. Et d'habitude, on n'a pas d'outage générique. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes. Donc nous, notre objectif, et on se pose des questions régulièrement, c'est de savoir comment on définit aussi nos propres SLO. Est-ce que parce que 1%, ça peut représenter énormément d'utilisateurs, beaucoup de workloads, y compris des applications hyper critiques, peut-être qu'il faut que on ait quelque chose qui soit au niveau des régions et que notre SLO global soit non pas une moyenne, mais quelque chose d'un petit peu plus fin que ça sur le SLO que peuvent expérimenter et chacun des utilisateurs à leur niveau. Donc, le gros du travail, c'est vraiment d'identifier ce que le business dicte et ensuite de le mettre en œuvre avec les points dont je vous ai parlé, les budgets d'erreur et éventuellement les outils que je vous ai montrés sur la fin. Merci beaucoup Alexis, c'était super intéressant. Je vous laisse après discuter dans les salles si vous voulez. Dans 10 minutes, il y a Loïc Mathieu qui arrive pour nous parler de Quarkus et de Google Cloud Function.
Donc on va rester un peu dans la thématique. Voilà, merci beaucoup à toi et bientôt tout le monde. Ciao.